philosophie d'intervention en centre d'hébergement, ça s'appuie d'abord sur une collaboration entre le résident, ses proches et les intervenants. Cette collaboration-là, ça s'appuie sur plusieurs fondements, dont le travail d'équipe, le respect des droits du résident, de ses choix, la promotion de l'autonomie et la sécurité du résident. La philosophie de soins en centre d'hébergement repose sur le concept milieu de vie. Donc, c'est un concept qui vise l'aménagement de l'environnement le plus fidèlement possible à l'environnement antérieur du résident. Donc, ce sont des soins qui sont personnalisés et adaptés aux résidents. La philosophie de soins en centre d'hébergement pour les travailleurs sociaux, c'est vraiment inspiré de l'approche systémique, c'est-à-dire qu'on met vraiment le patient au centre de nos décisions. On va beaucoup consulter sa famille, considérer qui il est dans l'ensemble de sa personne. On va y aller avec son histoire de vie. Donc, dès son admission, on va le rencontrer avec sa famille pour pouvoir nous permettre de connaître d'où il arrive, pour pouvoir adapter vraiment notre milieu de vie selon ses besoins, selon le type de vie qu'il menait auparavant. Adapter son horaire, par exemple, en fonction de ce qu'il avait comme routine. Parfois, permettre d'avoir certains objets significatifs, certains meubles qu'il possédait avant son admission en CHSLD, pour pouvoir lui permettre d'avoir des repères, puis un milieu de vie qui est vraiment sensible à sa réalité personnelle. La philosophie de soins en centre d'hébergement, c'est de travailler en collaboration avec le résident, sa famille, les autres professionnels de la santé, afin d'offrir aux résidents des soins et services qui sont de qualité, qui sont sécuritaires, qui sont bien adaptés à ses besoins, ses choix, ses préférences. En fait, tout est mis en œuvre pour que le résident se sente un peu comme à la maison. Bien, contrairement en centre hospitalier, les résidents qui sont en centre d'hébergement sont ici pour une longue durée. Donc, ce que je préfère dans mon milieu de travail, c'est surtout la construction d'une relation de confiance avec la personne hébergée et sa famille. Ce que j'aime le plus dans mon travail au centre d'hébergement, c'est partager le quotidien du résident. C'est être partie prenante de sa vie quotidienne, de l'accompagner dans ses activités. De maintenir son autonomie et sa sécurité, de travailler en partenariat avec ses proches pour lui offrir un milieu de vie adéquat pour répondre à ses besoins. Ce que j'aime le plus dans mon milieu de travail en tant qu'ergothérapeute, c'est le fait de faire face à différents défis au quotidien. Étant donné que les résidents sont en perte d'autonomie sévère, c'est d'autant plus un défi pour l'ergothérapeute de voir à répondre à leurs attentes et à leurs objectifs. Et ça en fait un milieu de travail très stimulant, très enrichissant et très gratifiant. Ce que j'aime le plus dans mon milieu de travail, c'est la belle collaboration qui existe entre les différents professionnels. Depuis que je suis arrivée en CHSLD, il y a maintenant près de 2 ans, je sens qu'on apprécie ma présence, mon travail, que je fais vraiment partie de l'équipe. On me consulte fréquemment pour avoir mon opinion et mes suggestions. Je sens que je peux vraiment faire une différence. De côtoyer les résidents dans leur milieu de vie quotidiennement, ça me permet de mieux les connaître, c'est sûr, de parfois détecter des problèmes plus rapidement, de faire des interventions qui sont mieux adaptées à leurs besoins, puis même de faire un suivi là, plus étroit de toutes ces interventions-là, que ce soit tant au niveau de l'efficacité que de la sécurité. En tant que nutritionniste en centre d'hébergement, j'évalue l'état nutritionnel de tous les résidents. J'adapte leur alimentation pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. L'évaluation de l'état nutritionnel va souvent inclure une évaluation de la déglutition parce qu'il y a plusieurs résidents là, qui ont des problèmes de dysphagie. Donc, je vais me rendre sur les unités, je vais observer les résidents pendant l'alimentation. Je vais adapter l'alimentation aux besoins pour m'assurer qu'ils reçoivent une alimentation qui est sécuritaire, fonctionnelle, puis qui va favoriser leurs apports alimentaires également. Par la suite, je vais établir le plan de traitement nutritionnel. Je vais considérer plusieurs aspects, soit l'âge du résident, ses habitudes alimentaires, son historique médical, la médication, les données anthropométriques comme le poids et les données biochimiques.
L'objectif, ça va être de maintenir l'état nutritionnel ou de l'améliorer, de l'améliorer là, aux besoins, tout en optimisant là, la qualité de vie des résidents. Par la suite, je vais m'assurer que le plan de traitement nutritionnel est adéquat. Par exemple, si j'ai fait un changement au niveau de la texture alimentaire, je vais m'assurer que c'est bien accepté par le résident. Si ce n'est pas le cas, on va faire des ajustements là, pour favoriser les apports autant que possible. Dans le fond, je vais m'assurer aussi que le plan là, permet d'améliorer l'état nutritionnel. Si ce n'est pas le cas, on fait des ajustements encore là, au plan de traitement. J'ai un rôle à jouer aussi d'enseignement, de conseil auprès du personnel des soins infirmiers, auprès des préposés, auprès aussi du service alimentaire, aux employés du service alimentaire et auprès des familles et des résidents. Je vais participer à différents comités. Les rencontres inter, en fait, je suis présente à toutes les rencontres inter, comité de menu, comité milieu de vie. En fait, tous les comités où l'alimentation a sa place, la nutritionniste va être présente. Je collabore aussi avec les services alimentaires. Je m'assure que l'offre alimentaire va répondre aux besoins des résidents. Je vais évaluer au niveau de la valeur nutritive des aliments, la texture, la consistance des liquides. Je vais aussi goûter les aliments, m'assurer que la qualité organoleptique est adéquate. Puis, au besoin, je vais suggérer des modifications à faire là, aux recettes. Finalement, c'est un travail d'étroite collaboration pour s'assurer là, que les résidents reçoivent une alimentation adaptée à leurs besoins. C'est un travail d'équipe entre le personnel des services alimentaires, la technicienne en diététique, le personnel des soins infirmiers, les familles et les résidents. Mon rôle en tant que récréologue, dans le fond, moi, je suis la responsable du service d'animation loisirs et du bénévolat de notre centre d'hébergement. On a un premier volet, là, dans le fond, où je m'occupe vraiment au niveau du service d'animation loisirs. On a des activités de divertissement, des activités sociales, activités physiques, intellectuelles, création, expression, spirituelle, sensorielle, je ne sais pas si j'en oublie une. Dans le fond aussi, ça va arriver à l'occasion que je vais faire de l'animation, mais ce rôle-là est souvent plus donné à mes bénévoles, animateurs en loisirs, techniciennes en loisirs, contractuels qui vont plus s'occuper de l'animation des activités. Mais je suis là quand même en support. C'est moi qui les coordonne puis qui les supervise dans leurs actions. Pour faire une programmation d'activité optimale, je dois connaître bien les capacités des résidents, leurs goûts et intérêts. Fait que je fais un survol là, à l'admission. Je vais voir vraiment au niveau des préférences, au niveau de chacune des activités qu'on offre. Je vais voir leur diagnostic, leurs histoires de vie. Puis là, on greffe. Dans le fond, pour faire une programmation d'activité optimale, il faut bien connaître chacun de nos résidents. Le rôle de l'infirmière en centre d'hébergement, c'est vraiment un rôle d'intervenante pivot. Donc, c'est elle qui coordonne les soins qui sont prodigués par divers professionnels. C'est un peu elle, la chef d'orchestre, et c'est elle qui a une vision la plus globale des besoins et des soins donnés aux résidents. Un exemple, un résident qui s'alimente peu ou plutôt qui s'hydrate peu. Donc, l'infirmière doit évidemment identifier les risques, donc le risque de déshydratation, doit évidemment reconnaître par ses compétences les signes de détérioration, les signes, les anormalités reliées à la déshydratation, doit faire appel aux divers professionnels de l'équipe interdisciplinaire, que ce soit la nutritionniste, par exemple, ou l'ergothérapeute pour ajuster les surfaces thérapeutiques pour éviter, entre autres, les risques de plaies, que ce soit le médecin ou la pharmacienne pour revoir la médication, revoir s'il y a des médicaments qui peuvent avoir une influence sur la problématique de l'usager. Donc, l'infirmière agit vraiment sur les différentes sphères pour pouvoir offrir des soins complets. Les infirmières praticiennes spécialisées en première ligne peuvent réduire la pression sur les services de soins de courte durée en offrant aux résidents hébergés une évaluation plus approfondie, un accès rapide aux soins pour les problèmes de santé courants, tout en prévenant les complications de maladies chroniques. L'objectif est d'augmenter l'accessibilité aux soins des personnes hébergées de façon optimale, tout en travaillant avec l'équipe multidisciplinaire. Les médecins et les IPS jouent un grand rôle chez la clientèle hébergée, qui présente des pathologies multiples et complexes nécessitant une expertise médicale.
Entre autres, c'est la promotion de la santé, la prévention des risques et des complications des maladies actuelles ou probables, l'évaluation de la condition de la santé, l'évaluation de l'aptitude à donner son consentement éclairé, entre autres au niveau des interventions médicales, la gestion du suivi longitudinal et les épisodes de soins aigus, l'évaluation et l'implication dans les SCPD, favoriser la déprescription pharmacologique, le contrôle de la douleur et les soins de fin de vie, ainsi que la gestion de l'aide médicale à mourir. Finalement, la participation à l'équipe interdisciplinaire. En CHSLD, les plans d'intervention devraient être axés sur le non-pharmacologique si possible. Pour ce faire, connaître l'histoire biographique, les croyances et les valeurs de la personne nous permet de mieux orienter nos approches et interventions. Les méthodes non pharmacologiques individualisées aux besoins et à la personne peuvent souvent limiter les contentions et la médication qui sont des risques ajoutés à leur santé. Et la meilleure façon pour les interventions réussites, c'est en équipe avec tous les acteurs de soins, le patient, les proches et l'équipe de soins complète. Auprès de la clientèle, l'ergothérapeute va être appelé à, par exemple, attribuer des aides techniques à la locomotion et à la posture. On sait que les résidents hébergés en centre d'hébergement aujourd'hui sont en perte d'autonomie sévère. La majorité ne marche plus. Donc, l'ergothérapeute va leur attribuer, entre autres, des fauteuils ou des bases roulantes de positionnement pour leur permettre d'être confortables, d'être en sécurité et de pouvoir participer à leurs activités de la journée. L'ergothérapeute va aussi être appelé à travailler pour le choix de surfaces thérapeutiques dans le traitement et la prévention des plaies de pression. Le rôle du thérapeute en réadaptation physique dans un centre d'hébergement est de compenser les incapacités fonctionnelles du résident. Dans le fond, on vient dresser un portrait fonctionnel à l'admission du résident. On regarde ses mouvements, on regarde son équilibre, on regarde sa marche, on regarde ses transferts et puis via les informations recueillies, on vient compenser ses incapacités. Notre deuxième rôle, c'est le maintien des capacités résiduelles lors de l'évaluation. On fait ça via le programme de marche et puis via un programme d'exercice qu'on met à disposition du résident pour qu'il puisse maintenir ses capacités fonctionnelles le plus longtemps possible. Mon rôle comme pharmacienne en CHSLD consiste entre autres à faire le bilan comparatif des médicaments à l'admission du résident, le BCM. Ce que ça signifie, c'est qu'on communique avec la pharmacie du résident pour avoir la liste complète à jour des médicaments. Et ensuite, on complète l'histoire médicamenteuse en discutant avec le résident et sa famille. Lorsque le client est transféré d'un centre hospitalier, on peut consulter le dossier médical informatisé quand c'est disponible. En fait, c'est disponible pour nous quand le transfert se fait de la Cité de la Santé actuellement. Une fois que tout ça est fait, une copie du BCM est déposée au dossier médical du résident. Je fais aussi l'analyse de la médication à l'admission du résident avec le BCM lors d'un retour d'hospitalisation et ensuite périodiquement, au moins une fois par année. À chaque fois qu'il y a une évaluation, une analyse qui est faite, il y a une note qui est déposée au dossier médical. Ça peut être une note manuscrite ou de plus en plus, c'est une note informatisée. En CHSLD, les travailleurs sociaux vont offrir du soutien psychosocial à la fois aux résidents, mais aussi beaucoup à sa famille dans cette transition de vie qui est l'admission en centre d'hébergement, mais aussi tout au long de sa période de résidence au CHSLD. On va beaucoup faire de l'aide aussi aux différentes décisions que la famille va avoir à prendre en cours de parcours et avec le résident également. On vise vraiment le bien-être global de la personne, donc s'assurer que dans l'ensemble des sphères de sa vie, on puisse être la personne qui est un petit peu un point central dans le cheminement de cet usager-là, puis que son bien-être soit respecté et qu'il reste au centre de nos priorités. On va faire de l'accompagnement aussi en processus de fin de vie. Donc, les résidents qui cheminent vers un processus de fin de vie, qu'il soit décidé ou non, on va accompagner à la fois la famille et ce résident-là vers cette période-là qui peut être très intense au niveau émotionnel. La prévention des chutes reste une priorité en centre d'hébergement.
vu que c'est le problème majeur que nos résidents rencontrent. Et puis, c'est l'intervention qui nécessite un suivi permanent pour s'ajuster à la condition du résident. Mon mandat principal dans le cadre du centre d'hébergement, c'est de fournir des recommandations nécessaires pour mes collègues infirmiers préposés pour essayer de donner le meilleur service possible aux résidents. Auprès de mes collègues de travail, l'ergothérapeute peut être appelé à jouer un rôle de consultant, notamment en donnant de la formation variée. Ces formations-là peuvent concerner, par exemple, le PDSB, les bonnes pratiques en centre d'hébergement, l'utilisation de nouveaux équipements, par exemple. L'ergothérapeute peut aussi avoir un rôle de coach auprès des équipes de soins, notamment pour les aider à favoriser l'utilisation de pratiques exemplaires dans leur milieu de travail. Dans l'équipe interdisciplinaire, la particularité des travailleurs sociaux, ça va être de beaucoup conseiller sur le type d'approche qui va être adapté aux résidents qu'on a devant nous, qui va respecter qui il est, la façon qu'il entre en interaction avec les gens depuis toujours aussi, malgré la présence de certaines maladies ou certaines pertes cognitives parfois. Avec la famille également, faire le pont, gérer les difficultés qui peuvent vivre au quotidien, certaines insatisfactions, des questions, de les rassurer, donc être la personne à qui ils peuvent se référer. On participe aussi généralement au plan d'intervention interdisciplinaire qui est fait en équipe, mais auquel on peut contribuer de façon particulière parce qu'on peut émettre certaines recommandations sur des démarches légales à entreprendre. On peut intervenir en cas de suspicion de maltraitance, d'abus financiers, donc tout ce qui est soulevé à la fois par l'équipe de travail, soit par le résident ou encore par sa famille, peut être abordé par le travailleur social en CHSLD. Je réponds ponctuellement aux questions et aux demandes de consultation des infirmières et des médecins pour des problèmes spécifiques. Ça peut être entre autres pour un ajustement de médicaments, pour des suggestions concernant des troubles de comportement. Je fais le suivi aussi de l'atteinte des cibles thérapeutiques de la réponse au traitement. Ça peut être pour le suivi de certains médicaments à index thérapeutique étroit comme la phénitoïne ou l'acide valproïque. Ça peut être le suivi de douleur, ça peut être le suivi de comportement, d'humeur. Et on fait aussi le suivi d'effets indésirables qui sont possiblement en lien avec la médication. Dans la gestion des SCBD, l'approche de base reste la meilleure intervention. Ça comprend entre autres, évidemment, le ton de la voix, la posture, le contact avec le résident. C'est d'éviter d'ailleurs une invasion trop rapide dans l'espace de la personne. C'est de capter son regard avant d'intervenir, de nommer les interventions avant de les faire. Donc, ce sont tous des petits détails qui font une grande différence quand on fait la gestion d'un SCBD. La gestion des SCPD demande évidemment une cohésion d'équipe, c'est-à-dire une concertation avec tous les professionnels, les préposés, les infirmières, infirmières auxiliaires, médecins, pour vraiment avoir un soin optimal auprès de la personne qui en souffre. Nous, dans le fond, moi, je trouve qu'au niveau de la récréologie, on a un beau rôle au niveau de notre clientèle. On ne travaille pas nécessairement toujours avec le problème que pourrait avoir notre résident, mais plutôt avec ses forces. Puis, on n'essaie pas non plus de changer le résident, d'amener le résident à être une autre personne en centre d'hébergement. On veut vraiment reproduire le plus possible ce qu'il était avant. Fait qu'on va vraiment travailler dans leur mémoire ancienne, plus souvent qu'autrement, où là, ils ont des goûts et des intérêts particuliers, puis là, ça leur fait revivre leur état de bien-être là, à l'intérieur d'eux. Fait que nous, on se sert beaucoup des activités, mais on a un jardin urbain ici aussi qui fait revivre plein de belles émotions là, à nos résidents, que ce soit au niveau olfactif, au niveau visuel, quand c'est le temps de la cueillette, parce qu'on fait la cueillette avec eux. Là aussi, on interpelle beaucoup d'autres services, parce que le service alimentaire nous donne un gros coup de main. Là, dans le fond, tout ce qui est cueilli au jardin est redonné entièrement au service alimentaire. Fait que les résidents, là, ce qu'ils ont cueilli dans la journée, vont le manger là, durant la semaine, les employés aussi. Fait que c'est, tu sais, quand on parle de travail d'équipe, là, nous, on a des projets innovateurs comme ça où ça touche pas mal souvent l'ensemble des services là, ici au centre d'hébergement.
Le travailleur social, dans les équipes interdisciplinaires, il est présent depuis plusieurs années. Plus les années avancent, plus ce rôle-là se définit et est de plus en plus compris par les différents professionnels du CHSLD. La compréhension mutuelle de chacun des professionnels aussi a évolué beaucoup, étant donné que c'est un travail d'équipe qui est présent depuis plusieurs années. On réussit à tirer le meilleur bénéfice de chacun parce que la maîtrise du rôle individuel est assez riche dans ce travail-là. On peut se faire des références ensemble aux besoins quand on constate des besoins chez un résident. Par exemple, si un des intervenants constate qu'un usager peut s'isoler, peut avoir des difficultés de socialisation, peut faire appel au travailleur social pour pouvoir regarder qu'est-ce qu'on met en place pour briser cet isolement-là. La collaboration peut se faire à ce moment-là avec un récréologue pour pouvoir faire un plan pour sortir cette personne-là de l'isolement, lui trouver des activités de socialisation et de divertissement. Par exemple, si on parle de démarches légales, on peut faire les homologations de mandats d'inaptitude en collaboration souvent avec les médecins et les infirmières. Donc, encore une fois, vraiment, le travail interdisciplinaire et valorisé est très important dans ce type de démarche-ci. Par exemple, si je rencontre un usager ou que sa famille me partage qu'il y a un problème d'équilibre, qui est plus à risque de chute, je peux contacter le thérapeute en réadaptation physique pour vraiment voir avec cette personne-là s'il n'y a pas une évaluation de l'équilibre qui peut être faite. Fait que ça donne une espèce de travail où on est plusieurs paires de yeux à regarder ce résident-là évoluer, cheminer, écouter la famille, puis ça fait vraiment une approche globale puis qu'on peut ensemble s'entraider. Bien, le lien que je peux avoir avec eux, bien, je suis quand même une personne ressource au niveau de tout ce qui concerne le loisir et le bénévolat. Je vais être aussi une intervenante clinicienne en contribuant à trouver des solutions pour régler des problèmes peut-être auprès des résidents, certains résidents ciblés. Comme par exemple, on pourrait se servir de moi en utilisant le loisir comme moyen d'intervention auprès d'une clientèle. Peut-être, mettons, au niveau d'une mesure alternative à la contention chimique ou physique. Fait que là, on pourrait peut-être utiliser la zoothérapie ou du matériel thérapeutique spécifique pour ces gens-là. Bien, mon rôle d'agent multiplicateur, dans le fond, compte tenu du fait que j'ai plusieurs acteurs que je dirige, autant que ce soit des bénévoles, des contractuels, des stagiaires, des étudiants d'été, le moniteur en loisirs, technicien en loisirs, bien, je peux me servir de ces agents-là, de ces employés-là, bénévoles, pour augmenter ma production au niveau de mon service. T'sais, on a quand même 100 résidents à toucher ici. Moi, toute seule, j'y arrive pas, fait que j'ai besoin d'aide. Fait que c'est pour ça, dans le fond, mon gros rôle d'agent multiplicateur. Dans le fond, on y va beaucoup par l'attrait, hein? Fait que quand les gens nous voient faire une action auprès de notre clientèle, bien, quand on sort de l'unité, c'est plus facile pour eux de reproduire la même chose auprès de notre clientèle. Fait qu'exemple, si je suis capable de calmer un résident avec un chat robotisé ou bien, si l'infirmière me voit une journée où je ne suis pas nécessairement à la résidence, mais qu'ils veulent calmer ce résident-là, vont pouvoir se servir de ce chat robotisé-là comme médium, dans le fond, pour calmer notre résident. C'est un travail d'équipe. Comme pharmacienne, je travaille très étroitement avec le personnel infirmier, les préposés aux bénéficiaires et les médecins. Les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires sont très présents et très près des résidents. Ce sont souvent eux qui vont détecter en premier un problème. Et ils deviennent en quelque sorte un peu nos yeux quand vient le temps d'effectuer la surveillance, la thérapie et le suivi. Les infirmières n'hésitent pas à nous poser des questions, à nous demander en consultation quand ils font face à une problématique qui semble reliée à la pharmacothérapie. Pour ce qui est de ma relation avec les médecins, bien, comme le médecin est habituellement présent une fois semaine, un jour semaine en CHSLD, la plupart du temps, on répond à leurs demandes par écrit dans les dossiers. Pour des problèmes ou des situations plus délicates, on peut, dans le fond, leur parler de vive voix lors de la tournée médicale hebdomadaire. Il nous arrive aussi de travailler en collaboration avec les autres professionnels du CHSLD. Je pense entre autres à une situation où on a travaillé étroitement avec la nutritionniste pour régler un problème de diarrhée chez un résident.
Une autre situation où c'est la physiothérapeute qui nous a interpellés pour qu'on fasse l'évaluation de la médication d'un résident pour qui là, la somnolence rendait les déplacements dangereux. Le lien avec mes collègues se passe surtout dans le volet prévention de chute. Je travaille en collaboration avec l'ergothérapeute afin d'évaluer et d'établir des mesures efficaces et adaptées à la condition de chaque résident. Les infirmières, les équipes de soins sont nos yeux et nos oreilles en termes de détection des besoins. Nos requêtes d'évaluation proviennent principalement des infirmières, des préposés aux bénéficiaires et du médecin. L'ergothérapeute travaille étroitement avec le thérapeute en réadaptation physique pour la recherche et la mise en place de mesures de prévention des chutes. Auprès de la nutritionniste, l'ergothérapeute va aussi travailler pour la prévention et le traitement des plaies. Donc, la nutritionniste s'occupe du volet nutritionnel, l'ergothérapeute s'occupe des surfaces thérapeutiques. L'objectif, c'est que le résident ne fasse pas de plaie ou que la plaie soit guérie le plus rapidement possible. Auprès des services de loisirs, l'ergothérapeute va aussi intervenir en collaboration, notamment par la détermination d'équipements ou de fauteuils adaptés pour que le résident puisse avoir une autonomie et une endurance assise suffisante pour qu'il puisse participer aux activités du service des loisirs. La collaboration de l'ergothérapeute avec les équipes de soins et le médecin est très étroite. C'est souvent le médecin ou les équipes de soins infirmiers qui vont référer le résident à l'ergothérapeute pour différentes problématiques. Bien, quotidiennement, c'est encore là l'échange d'informations et la communication. Souvent, je dis que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Le travail interdisciplinaire est un essentiel en hébergement, évidemment, parce qu'il y a une multitude, il y a une grande variété de facteurs et qui influencent sur l'état de santé du résident. Donc, évidemment, ça demande l'expertise des divers professionnels. C'est vraiment ensemble, en alliant nos compétences et nos connaissances, qu'on peut arriver à offrir des soins de qualité aux résidents. Pour moi, le travail interdisciplinaire est essentiel, surtout en tant que récréologue. Nous, on adore travailler en équipe. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus enrichissant aussi pour nous tous, dans le fond, en tant qu'intervenants. Ça nous permet de nous surpasser. On va probablement aussi, en parlant ensemble, on va résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement et efficacement. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Si je prends l'exemple d'une activité là, qui aurait en place aujourd'hui, bien, c'est sûr que quand je prépare les listes des préférences des résidents pour chacune des activités qui pourraient être les exercices aujourd'hui, cette liste-là, je la mets à la disposition des soins infirmiers. Eux, les préposés, dans le fond, vont nous aider à préparer les résidents qui aiment participer à cette activité-là en premier, en se servant de cette liste-là. Ça va faciliter le travail autant des préposés, des bénévoles, des membres de famille qui vont diriger ces résidents-là à l'activité. On a, exemple, ici la TRP qui, en même temps que son programme de marche, pourrait décider cette journée-là d'emmener le résident à l'activité là, ciblée compte tenu du fait qu'il aime ça. Fait que c'est sûr que là, ça demande vraiment toute une belle orchestration là, pour que le résident puisse avoir accès à son activité de loisir, parce que le loisir, c'est un droit pour tous. La collaboration entre les intervenants est incontournable en centre d'hébergement parce que les problématiques vécues par les résidents sont multifactorielles et complexes. Donc, chaque intervenant ne peut pas travailler seul pour répondre aux objectifs et aux attentes du résident. C'est pourquoi on doit collaborer étroitement, souvent. On a des rencontres interdisciplinaires périodiques pour que les intervenants se mettent en accord avec le résident pour la détermination de modalités d'intervention. Et étant donné que les résidents présentent des problématiques d'autonomie très importantes et changeantes, c'est d'autant plus important entre intervenants de communiquer entre nous fréquemment. Les divers professionnels ont des regards différents sur le résident, des préoccupations différentes et la contribution de tous ne peut qu'améliorer les soins. Cette communication entre professionnels est d'autant plus importante quand on fait face à une situation délicate où toute l'équipe doit travailler dans le même sens auprès du résident et sa famille.
Alors, lorsque mon point de vue de pharmacienne est sollicité, je n'hésite pas à donner mon opinion, tout en étant attentive et respectueuse des professionnels et des familles avec qui je collabore. Ça peut être, par exemple, lors de réunions multidisciplinaires ou encore lors de discussions plus informelles. Pourquoi l'interdisciplinarité, c'est aussi essentiel en CHSLD? Je crois que ça amène une expertise de chacun. Chaque professionnel peut amener sa facette d'expertise auprès d'un usager. Ça fait une approche qui est extrêmement complète, qui considère le résident dans sa globalité. On a une vue d'ensemble vraiment de ce résident-là et de son cheminement. Puis ça nous permet de faire un accompagnement à la fois physique, psychologique et psychosocial aussi. Donc, à la mesure de ce qu'on peut réaliser au quotidien, le plan d'intervention est vraiment la base de tout ça. Ça nous permet une rencontre commune en travail interdisciplinaire, puis je crois que ça fait la différence dans la vie des patients. On se rencontre toujours une première fois 6 semaines après l'admission et par la suite au moins une fois par année ou plus fréquemment au besoin. Donc, ça permet à la fois à la famille d'avoir un moment pour cibler avec les intervenants qu'est-ce qui se passe dans la vie du résident, quel a été le cheminement de la dernière année, c'est quoi les défis qui peuvent se présenter à ce résident-là également. Donc, à la fois d'ajuster le tir pour les intervenants, puis pour les patients et leurs familles, d'avoir un suivi personnalisé, de sentir qu'ils sont pris en charge, que leur situation va continuer d'évoluer dans les difficultés du résident qu'on a avec nous. Donc, je pense que c'est une approche qui est nécessaire, qui est extrêmement bénéfique pour la continuité des soins. Puis aussi, ça aide beaucoup le sentiment d'appartenance du résident au CHSLD puis à son nouveau milieu de vie également.